Ciao la créative. Ça y est, les vacances d'été commencent. C'est souvent le moment où on se pose sur des projets qu'on n'a jamais le temps de faire. Et parmi ces projets, l'écriture est régulièrement dans le top 5. Ça te parle ? Alors prépare-toi un bon cocktail ou mocktail, prends ton carnet préféré et un stylo, parce qu'on va parler de l'écriture dans tous ses états. Éditrice depuis 15 ans, j'ai accompagné des centaines d'auteurs. Je vais donc te confier les secrets de la publication d'un livre. J'ai eu aussi le plaisir d'interviewer des autrices de talent, de fiction et de non-fiction, qui te partageront sans filtre leur expérience. Bref, tu l'auras compris, cet été, tu écris pour prendre plaisir à créer autrement, et pourquoi pas pour réaliser le projet qui dort au fond de ton esprit ou de ton tiroir. Si tu ne veux rater aucun épisode, abonne-toi. Et si tu as aimé, tu peux mettre 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi venir échanger avec moi sur Instagram, storia.mimosa. Retrouve-moi tous les lundis à 16h pour un bel été créatif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Amandine Peter, qui est autrice de romans dans les domaines notamment de la romance et de la fantaisie. Dans ce deuxième épisode, elle va nous parler de l'après-écriture. Ces moments parfois difficiles où l'on s'expose, notamment avec la relecture et la bêta-lecture. Nous allons aussi parler des moments de doute, de déception, de découragement et des pourquoi de l'écrivain qui l'aide à tenir. Si tu n'as pas encore écouté le premier épisode, je t'invite aussi à le faire, car Amandine nous parle de la période intense de l'écriture du manuscrit et de sa méthode de travail. Et avant de commencer, je voulais aussi t'annoncer que j'ouvre 2 places en septembre pour un audit éditorial. Pendant 1h30, on échange sur ton projet, tes points de blocage, et tu repars avec un plan d'action pour aller jusqu'au bout et une lecture critique d'un extrait de ton texte. Si tu veux en savoir plus, écris-moi en message privé sur Instagram, storia.mimosa, ou sur LinkedIn, Carole Fossati. Toutes mes références sont en note de l'épisode. Allez, c'est parti pour un épisode créatif. Alors du coup, tu nous as expliqué donc le début, un peu comment naissent tes idées, comment tu commences à écrire. Une fois que tu as écrit, c'est pas fini en général. Une fois que la première version est terminée, c'est souvent, je pense, même la partie la plus difficile. Alors moi, je suis éditrice de non-fiction, mais je sais que pour les auteurs, quand on revient sur ce qu'ils ont écrit et qu'il faut retravailler, et en général, c'est vraiment la partie la plus compliquée, parce qu'ils ont qu'une envie, c'est un peu de le laisser de côté. On va pas dire de l'envoyer bouler le manuscrit, mais il y a un peu cette idée de foutez-moi la paix, et malheureusement le travail n'est pas fini. Donc toi, ta première version en tout cas est écrite, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai fini mon premier jet, j'ai toujours une relecture forcément, parce que parfois je change des choses en cours de route, donc il faut que je m'assure que soit je rajoute un petit indice, soit j'enlève quelque chose pour être sûr que ce soit cohérent, tout simplement. Donc c'est la réécriture. Quand on dit réécriture, c'est pas de réécrire, de retaper tout le manuscrit. Il y en a qui le font, moi, jamais de la vie. C'est une possibilité. Mais je vais relire. Je vais m'assurer que ce soit cohérent, je vais m'assurer qu'on comprenne l'histoire, je vais m'assurer que le message passe, que ce soit pas non plus trop évident, que ce soit bien équilibré, qu'on ait un rythme, que les étapes soient bien claires dans ma tête. Et à ce moment-là, en fait, le truc, c'est que je connais l'histoire. Donc même, on va dire que si l'écriture du premier jet, on va dire, m'a mis 3 mois. Je vais pas forcément me souvenir de ce que j'ai écrit à l'époque, donc parfois je redécouvre des choses, je fais « Oh c'est pas mal ça !» Ou alors l'inverse, « Oh là 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 là, à quoi je pensais quand j'ai écrit ça ?» Mais en fait, j'ai bossé mon histoire, donc il va pas y avoir de gros changements structurels à cette étape-là, parce que ma structure, je l'ai bossée en amont. Ce qui va changer, ça va être des tournures de phrases, ça va être de pas donner trop d'indices, de pas donner pas assez d'indices, ou d'être sûr que voilà, l'objectif du personnage soit identifié. Tout ce que j'ai dit avant, c'est d'être sûr que ce soit assez clair, mais pas non plus trop, parce qu'on dit il faut pas non plus trop montrer, trop expliquer au lecteur, ça on n'aime pas. En tant que lecteur, on aime aussi découvrir, donc il faut être sûr qu'on a un bon équilibre entre ce que je te montre, ce que je t'explique et ce que je t'explique pas. Donc la relecture, ça va être simplement, je pense, à ce niveau-là. Donc c'est pas un travail énorme chez moi, la relecture et l'écriture. C'est pas un travail énorme. Je le relis une fois en le retravaillant. Je vais le relire encore une seconde fois, mais en changeant de support. Pour moi, c'est important, parce qu'à force de voir toujours le même récit sur mon même document Word, j'ai l'impression que je perds en fait mon esprit critique. Donc, je le lis sur ma liseuse. Je change de casquette, je prends la casquette de lectrice, mais encore une fois, ça ne suffit pas, parce que je connais mon histoire. Donc, c'est là que les bêta-lecteurs, bêta-lectrices interviennent. C'est fondamental. Ça, c'est vraiment un truc, je pense que il faut pas s'en passer, en fait.
La bêta lecture, comme tu disais, c'est un moment de vulnérabilité en fait pour l'auteur. On a vraiment deux émotions en fait contraires. Oui, on a envie de balancer le roman par la fenêtre parce que on a lu, relu, on en a marre. Franchement, parfois on adore nos histoires. Hein. On a beau, voilà. C'est normal de sentir un moment où tu dis si je lis encore un mot de plus de cette histoire, je vais devenir folle. Donc il y a ce côté, je suis contente d'avoir fini et j'ai plus envie d'en parler. J'ai envie de voilà que ce soit c'est terminé, c'est hors de moi. On a envie de voilà de mettre de côté. Et on a aussi le côté mince, est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que je me suis plantée? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Mais la bêta lecture c'est essentiel parce que ça va nous aider en fait à détecter des choses dont on ne se serait pas rendu compte nous-mêmes avec nos yeux, à relire le même roman qu'on a écrit nous-mêmes. C'est un peu un crash test en fait. Alors c'est délicat aussi la bêta parce que tout le monde a son propre avis en fait, c'est normal hein, quand tu vois n'importe quel roman sur Terre qui a des 5 étoiles, des 1 étoile, des gens qui l'adorent et des gens qui le détestent, chacun ses goûts. Il y a des gens qui adorent certaines histoires parce qu'il y a tel et tel trope, on dit donc c'est des ficelles un peu. Il y en a qui détestent ces ficelles parce qu'ils pensent que c'est cliché. Donc c'est difficile en fait de faire la part des choses à la bêta entre la personne a aimé parce que c'est bon, ou la personne a aimé parce que c'est son style d'histoire, ou la personne n'a pas aimé parce que c'est mauvais, ou la personne n'a pas aimé parce que c'est pas son style d'histoire, tu vois. Donc, j'essaye toujours d'avoir un panel de bêta lecteurs. J'en ai toujours au moins 10. Ok, oui. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Ouais. Et j'essaye d'avoir des gens qui ont lu d'autres de mes romans, des gens qui n'ont pas lu d'autres de mes romans, des gens dont c'est le style, le genre en fait de prédilection. Ouais. Par exemple, urban fantasy, les gens qui lisent de l'urban fantasy, des gens qui ne lisent pas forcément de l'urban fantasy, d'avoir un petit peu un panel représentatif. Je sais que j'ai principalement des lectrices dans mes bêta lectrices, mais j'aime bien aussi avoir un homme ou deux. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue, de savoir aussi si j'écris bien un personnage masculin. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a certains écrivains masculins qui devraient s'entourer de bêta lectrices femmes quand ils écrivent des personnages féminins. C'est toujours des trucs, voilà, j'ai envie de m'assurer de faire les choses bien, même si encore une fois, ça restera un avis parmi tant d'autres. Si j'ai des thèmes un petit peu délicats, j'aime bien avoir des sensitive readers, donc ça, c'est des gens qui sont concernés. Par exemple, dans le cas de Blue Lake 1 et 2, j'ai une personnage qui porte le hijab. Et je voulais vraiment prendre minimum une bêta lectrice qui elle-même porte le hijab et qui sache me dire, écoute, ta représentation de ton personnage qui porte le hijab, c'est pas, voilà, ça se fait, ça se fait pas, ça tu l'as bien dit, ça tu l'as pas dit, etc. Les sensitive readers, c'est aussi important à partir du moment où on représente quelque chose qui n'est pas de notre ressort, en fait. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis des personnes concernées. Ça peut être une situation de handicap, une situation de maladie mentale, etc. Donc, avec tous ces lecteurs, lectrices, minimum 10, je vais en fait analyser les retours, mais de manière très statistique. C'est-à-dire que si une personne me dit « Écoute, j'ai pas aimé ça dans l'histoire », mais que tous les autres ne me le disent pas, et que moi, je me range de l'avis d'un côté ou de l'autre, parce que parfois, je peux aussi avoir quelqu'un qui me soulève quelque chose que les autres n'ont pas dit, mais moi, je trouve ça super pertinent. Je dis, punaise, c'est vrai, j'avais pas vu ça sous cet angle. J'ajouterais peut-être un petit... Je sais que ça va pas changer le fait que les autres ont aimé, mais ça va rajouter peut-être quelque chose pour les gens qui sont dans la même situation que cette personne-là. Par contre, si on me relève quelque chose où moi, je suis pas d'accord parce que, je sais pas moi, je l'ai expliqué, j'ai pas envie de l'expliquer trop parce que sinon je sais que ça va être trop évident. Cette personne-là, visiblement, aime bien avoir beaucoup d'explications. Donc à ce moment-là, je veux dire, bon, c'est peut-être cette personne, c'est peut-être parce qu'elle aime bien avoir plus d'explications. Mais vu que les autres n'ont rien dit, et que moi, c'est ce que je préfère, du coup, je vais me ranger de l'avis général. Si maintenant, il y a 4, 5, 6 personnes qui me relèvent sur ce point-là, j'ai pas trop compris, on a besoin d'éclaircissement. Là, je sais que c'est clairement, on a besoin d'éclaircissement. Ok. Ça va être un travail, mais alors super vulnérable, parce qu'il faut aussi se mettre en position de se dire, mon roman n'est pas abouti. Tout à fait. Jusqu'à sa version finale. Il y a un côté, c'est chiant quand même. Tu te dis, merde, j'ai envie de faire un truc parfait du premier coup. Enfin, moi, je sais que je suis hyper perfectionniste, donc je me frappe facilement sur les doigts en disant, t'as pas fait ça bien, etc. C'est nul, hein, je sais, mais bon, bref. Donc, la bêta lecture, c'est toujours un moment vulnérable pour moi. Ça ne changera pas le nombre de romans que j'ai écrits. Et est-ce que tu peux me dire ce que c'est un alpha lecteur par rapport à un bêta lecteur ?
Les alpha lecteurs, ça va être des personnes qui vont te lire pendant que tu écris ton roman. Donc, genre, t'as écrit un nouveau chapitre, tu leur envoies. Moi, je ne fais pas ça. C'est juste ma préférence. C'est que j'aime pas du tout être influencée. Et encore une fois, l'alpha lecture, ça va être quelques personnes. J'ai pas envie d'être influencée par ce qu'elles ont envie de lire. J'ai envie d'être influencée seulement parce que moi, j'ai envie de raconter. Parce que je sais que mon cerveau va déjà, je doute déjà assez toute seule. Donc, ça va être trop dur pour moi. Je préfère aboutir quelque chose et ensuite offrir une sorte de produit fini, pas tout à fait fini, mais quand même fini pour moi, quoi. Et aussi parce que, en étant relativement jardinière, je peux écrire un chapitre, l'envoyer, et le lendemain, je décide que mon personnage va changer de prénom. J'ai fait ça une fois. J'ai envoyé à mon amie des chapitres, et tout d'un coup, elle reçoit un morceau d'histoire. Elle me dit, mais attends, c'est qui ça? En fait, je me dis, mais comment est-ce que je peux imposer à quelqu'un de lire quelque chose qui soit tellement changeant? Moi, je déteste quand je lis un livre, il faut que ce soit clair et cohérent, parce que sinon, comment est-ce que je peux donner mon avis sur quelque chose qui a changé en cours de route? Et je trouve que c'est trop complexe, en fait. C'est déjà assez complexe à l'intérieur de ma tête pour que quelqu'un vienne le complexifier encore plus. Donc, je suis incapable de travailler avec des alphas. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça dépend de chacun, de la méthode de chacun. Il y en a qui bossent très bien avec des alphas. Moi, j'arrive pas. Donc, c'est seulement au produit fini et déjà partiellement corrigé, parce que j'utilise quand même Antidote, qui est un logiciel de correction un peu plus poussé quand même que Word. Je veux vraiment une expérience de lecture pour mes bêtas. C'est-à-dire que c'est comme s'ils allaient prendre un livre dans une librairie, tu lis le livre et qu'est-ce que t'en penses? Tu fais ta petite chronique. Je le mets en situation exactement comme un crash test. Je le mets en situation réelle et je vois en fait quels sont les retours. C'est du bêta testing. Ça se fait partout. Absolument partout. Je vais te donner l'exemple du restaurant parce que mon mari avait un restaurant. T'as tes recettes au début. T'ouvres pas ton restaurant comme ça en proposant tes plats le premier jour. Tu fais on appelle ça un soft opening en anglais, c'est-à-dire que tu ouvres pour tes amis et ta famille. Ils vont consommer tes plats, ils vont te faire un retour. Ça manque de sel, ça machin, ça c'est trop cuit. Et là, tu vas savoir ce qu'il faut que tu ajustes pour que tu puisses plaire quand même au plus grand monde, parce que, je veux dire, faut pas se leurrer quand on écrit. On a envie d'être lu et on a envie d'être apprécié. Enfin, pour moi, c'est le cas. Après, peut-être que tu écris par plaisir, juste pour toi. C'est totalement ok. Moi, je veux plaire. J'ai pas de honte à le dire. Je veux que les lecteurs apprécient mes histoires, je veux qu'ils me lisent, je veux qu'ils m'achètent, je veux qu'ils me partagent, etc. Après, comme dit, si tu fais des choses un petit peu controversées, on va dire, dans ton roman, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer, mais moi, j'essaie quand même toujours d'écrire une histoire cohérente. C'est ça, à la base. Est-ce que toi, tu crois en ce personnage? Est-ce que toi, t'es transporté dans cette histoire? Est-ce que toi, tu as envie de savoir ce qui va se passer? T'as envie de tourner les pages, etc. Donc, ça va être un travail de synthèse, ça va être des modifications. Principalement, moi, on va dire ma faiblesse, ce qui ressort en bêta lecture, c'est parfois que je n'approfondis pas assez. Donc, il y a des détails, en fait, je passe très vite dessus parce que pour moi, c'est pas important. Et je me rends compte qu'en fait, si. Je me dis, ah tiens, là, j'aurais bien aimé une description, là, j'aurais bien aimé savoir un peu plus ce qu'il pense. J'ai peur d'ennuyer le lecteur. Et pourquoi j'ai peur d'ennuyer le lecteur? Parce que moi, je m'ennuie très vite. C'est ça aussi, il faut que je fasse attention, c'est que je ne suis pas ma majorité de lecteurs, et c'est pour ça que je le fais lire à d'autres gens, parce que j'ai des goûts très spécifiques en littérature. Moi, il faut que ça bouge, il faut que j'ai envie de lui tourner les pages, et j'aime pas les trucs lents, mais je sais que il y a des lecteurs qui, soit ils aiment, soit ou du moins ils le tolèrent, donc ils considèrent ça normal. Et moi, j'ai tendance à aller trop vite. Voilà. Donc, je sais que je vais me concentrer aussi sur les retours qui concernent en fait ça, tu vois, parce que je sais que c'est ma faiblesse. Je sais que parfois, je survole les choses parce que j'ai envie de passer à la suite, alors que les lecteurs ont besoin de plus de temps, de repos, par exemple, entre deux actions, etc. Ouais, ok. Et ça, j'ai réussi à l'identifier, bien sûr, après avoir fait plusieurs romans, plusieurs bêtas, etc. Donc, je commence un peu à connaître mes faiblesses et à pouvoir travailler dessus. Si j'ai un conseil à donner, c'est ne faites pas l'impasse sur la bêta. C'est pas facile émotionnellement parce que voilà, on reçoit des critiques, donc c'est dur à lire. Ça veut dire qu'il faut retravailler des choses, qu'il faut encore passer du temps dessus. Mais c'est vital en fait pour comprendre, parce qu'il y aura toujours une sorte de biais cognitif, parce que c'est ton histoire, tu vois. Tu la connais, tu l'as lu 3 fois. Donc comment est-ce que tu peux juger à cette étape-là? Comment est-ce que tu peux juger si c'est cohérent, si ça tient debout? Oui. En fait, j'aurais des centaines de questions à te poser sur l'écriture, mais il faut aussi que je me limite. Est-ce que tu as des routines d'écriture? Oui. Je dois t'avouer, j'écris en fin de journée, mais là, je suis en train sérieusement de me demander si je devrais pas commencer par ça le matin, parce que je suis de plus en plus fatiguée en fin de journée. Surtout sur mon projet-là, qui me prend beaucoup d'énergie mentale.
En fait, ça le fait pas parce que je suis trop fatiguée et j'arrive plus. Donc, je me dis qu'il faut que je réserve mon dessin pour l'après-midi où justement, j'ai pas besoin de mobiliser en fait mon cerveau plus que ça. C'est plutôt ma main qui fait le travail et faire l'écriture le matin pour être fraîche dans ma tête. Mais en général, voilà, ces derniers temps, c'était plutôt l'après-midi. J'écris toujours avec de la musique. J'ai une playlist. Donc, au moment où je commence vraiment à travailler sur une histoire, je commence aussi à accumuler une playlist parce que l'ambiance, en fait, pour me mettre dedans, pour m'insérer dans mon histoire, couper, en fait, avec la réalité, j'ai besoin de cette playlist et les morceaux vont agir comme une formule, en fait. J'écoute ce morceau, bam, je suis dans l'histoire. Mais alors, à la relecture et à la réécriture, je peux pas travailler avec la musique parce qu'il faut vraiment que je me concentre sur la forme, voilà. Au premier jet, c'est plutôt une histoire d'immersion. Si je fais des erreurs, on s'en fout, il y aura la réécriture. Mais au moment de relire, j'ai besoin vraiment de me concentrer. Et si j'entends des paroles de Taylor Swift dans mes oreilles, je vais avoir envie de chanter, ça va pas le faire. Donc, ou alors à la limite quelque chose d'ambiance. J'ai toujours un Pinterest d'ouvert parce que je fais des tableaux Pinterest. Donc j'ai un univers auditif et un univers visuel. En général, ça aussi, ça m'aide à me plonger dans mon histoire. J'ai toujours une boisson, que ce soit une boisson chaude ou froide selon la saison. Et je crois que c'est tout en termes de routine. Et il faut vraiment le silence. J'ai un casque à réducteur de bruit, mais parfois ça suffit pas. Ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal dès qu'il y a du bruit. Il faut vraiment que je sois dans ma bulle. Mais alors, ce qui est dingue, c'est que je peux totalement aller dans un café. D'ailleurs, j'adorais ça quand j'habitais à New York. Je m'asseyais dans un café que j'adorais. Il y avait du bruit. New York, c'est bruyant. Et pourtant, ça passait nickel. Il y a vraiment des bruits d'ambiance qui me dérangent pas du tout. Au contraire, ça m'aidait à me concentrer. Et parfois, je regardais ce que les gens faisaient. Et puis, ça me distrait, mais pas suffisamment pour me sortir de mon histoire, mais assez pour m'aider à réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une stimulation extérieure juste ce qu'il faut. Et si je suis à la maison et qu'il y a trop de silence, je suis vraiment chiante en fait. Je me rends compte. Non, mais après, je termine sur mon téléphone parce que j'ai besoin de me poser pour réfléchir et du coup, j'ouvre et je fais autre chose. Enfin, bref. Mais voilà, disons que confort, boisson, musique. Après, je pourrais écrire n'importe où à partir du moment où j'ai mon casque sur les oreilles, qu'il n'y a pas trop de bruit distrayant, que j'arrive à me rentrer dans ma bulle pour écrire. Et est-ce que tu écris tous les jours? Non, parce que j'essaie de pas écrire les week-ends. Bon, ça dépend. Parfois, j'ai vraiment très envie d'écrire, donc j'écris. Et il y a des jours où ça passe pas. On en parlait avec d'autres autrices féminines spécialement parce que ça concerne le cycle et les règles. Il y a des moments où j'ai le cerveau à plat. Il y a rien qui se passe. Il y aura rien de bon qui va sortir. Parfois, bon, allez, j'ai besoin d'un petit coup de pied aux fesses parce que je sais que c'est de la flemme et je le fais quand même et ça marche très bien. Et parfois, je le sens, je me dis non mais là, ça sert à rien parce que je vais écrire quelque chose qui va pas me plaire. Ça va me prendre encore plus de temps de retravailler. Je sais que je vais pas arriver à insuffler la bonne énergie et donc je me repose. Là, je fais un truc en ce moment, c'est que je prends pas vraiment de pause entre l'écriture de mes différents romans et en fait, je pense que c'est pas bon. Il faut que je me coupe complètement, que je passe une semaine, 2 semaines, un mois peut-être à ne pas écrire parce que j'ai l'impression aussi que de ne pas faire les choses, ça aide aussi à se remettre à plat, à réorganiser ses idées, renouveler ses idées et on revient d'autant plus en forme. Donc écrire tout le temps, se forcer à écrire tous les jours, je n'y crois pas parce que on est humain, on est faillible, on est fatigué, on a des différences d'énergie dans le moi spécifiquement pour les femmes. Donc il y a des fois où se forcer en fait ça n'amène rien de bon et des fois où justement s'arrêter, passer à autre chose, faire des choses complètement différentes, ça n'est que bénéfique en fait pour notre imagination, pour notre santé mentale, pour voilà notre énergie à écrire. Ok. Est-ce que tu pourrais, pour terminer le podcast, donner des conseils pour tous ceux qui ont envie de commencer à écrire, qui doutent, qui n'osent pas? Tout à l'heure, tu parlais de flemme, qui ont la flemme, qui pensent qu'ils sont pas assez légitimes pour écrire. En fait, peu importe le frein, mais voilà, il y a des personnes qui ont très envie d'écrire, mais qui vont jamais au bout de l'écriture, voire qui ne démarrent jamais. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour qu'ils se lancent? Il y en a tellement. Ça dépend vraiment en fait de ce qu'on veut faire de cette écriture. Et en fait, c'est ça le conseil à la base que je donnerais, c'est d'essayer de savoir ce que ça représente pour soi et qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on cherche à sortir quelque chose de soi? Est-ce qu'on cherche à apaiser quelque chose? Est-ce qu'on cherche à écrire juste pour soi? Est-ce qu'on cherche à écrire pour en vivre? Est-ce qu'on cherche à écrire pour partager ses histoires?
Et à ce moment-là, en fait, les conseils vont être vraiment différents parce que si tu cherches à écrire juste pour partager tes histoires, tu veux pas forcément vivre ou soumettre à une maison d'édition ou entrer en auto-édition. Il y a des plateformes comme Wattpad qui marchent bien. Si on veut en vivre, il faut aussi adopter un point de vue marketing, parce que l'un ne va pas sans l'autre, forcément. Si on veut juste lâcher quelque chose qu'on a en soi, faire sortir quelque chose, ça va être encore différent parce qu'on va pas forcément avoir besoin du regard de l'autre. Donc en fait, c'est d'identifier vraiment pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'écris? Et à partir de là, il y aura différentes orientations, différents conseils. Mais si tu veux écrire et que tu doutes de ta motivation, alors c'est tout à fait normal en fait. Il faut pas croire que quand on écrit, on a une idée, elle est géniale, on écrit, on est super content, tout va bien, on sait ce qu'on fait. C'est faux, tellement faux. On galère à chaque étape. Et c'est normal. Je prenais l'exemple de Blue Lake avant qui est sorti tout seul, mais vraiment c'était l'exception qui prouve la règle. Et encore, ça veut pas dire que j'ai pas travaillé dessus, ça veut pas dire que j'ai pas eu de doute, c'est juste que c'était plus facile. Mais c'est normal. Et c'est normal à un moment de penser, mais mon histoire, elle est nulle. C'est normal de pas avoir envie d'écrire parce que tu te dis que c'est nul. C'est pas grave, en fait. Et le problème, c'est que beaucoup arrêtent à cette étape-là, en fait. De se dire, non, mais si moi j'aime pas, les autres vont pas aimer. Mais non, mais moi aussi, il y a des moments, sur tous mes romans, absolument tous mes romans, il y a eu un moment où je me suis dit, c'est nul. Personne va aimer. Alors que c'est vraiment faux. C'est des petites voix limitantes qu'on a dans sa tête. C'est faux. Et si c'est vrai, il y aura toujours des bêta-lecteurs qui seront là pour t'aider à réparer les erreurs, tu vois. Ouais. Et c'est pas grave. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut c'est un peu molle ce que je veux dire, mais il faut accepter de souffrir, en fait. Et c'est ça, d'où la première question, pourquoi tu le fais? Oui. Parce que si ta motivation est forte et que tu acceptes de souffrir et pour toi ça en vaut le coup, alors très bien. Et si ça en vaut pas le coup ou ou c'est vraiment juste parce que tu veux t'immerger dans des mondes ou des trucs ou que tu écris pour toi, bah alors t'écris pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est pas un long fleuve tranquille, l'écriture. C'est dur, c'est des remises en question, faut accepter d'être vulnérable. De toute façon, si tu veux publier, que ce soit pour gagner de l'argent ou pas, donc sur des plateformes libres d'accès ou à la vente, tu vas être jugé, de toute façon. Tu vas avoir des mauvaises critiques, c'est sûr et certain. Tu peux avoir le prix Nobel de la littérature et avoir des mauvaises critiques. Donc il faut aussi accepter qu'il y a des jours où tu arriveras à prendre du recul là-dessus et il y a des jours où tu n'y arriveras pas. En fait, il faut que l'aventure pour toi, elle vale le coup. C'est-à-dire que au final, tu dis bon, j'écris, je fais ce que j'aime, c'est ça qui compte, plus que les jours où ça va pas, où tu te sens nul, où tu sens ce que tu écris est nul, que personne ne va aimer, etc. Parce qu'ils existeront. L'essentiel, c'est de bien s'entourer aussi. Ça, c'est un autre conseil. Bien s'entourer d'autres écrivains qui galèrent aussi, avec qui tu peux partager tes mésaventures, d'autres écrivains qui vont te booster quand toi tu vas pas bien et toi tu vas pouvoir les booster pendant qu'ils vont pas bien. Des bêta-lecteurs, des lecteurs qui t'encouragent, qui adorent ce que tu écris. Voilà. Gardez en tête que c'est difficile par moment pour tout le monde. Et c'est OK. C'est hyper proche de l'entrepreneuriat, en fait. Écrire un livre. C'est comme monter sa boîte. Exactement. Et te dire que c'est pas un fleuve tranquille. En fait, il faut bien s'entourer et il faut pas lâcher au moment où c'est le plus dur. Au contraire, faut tenir et c'est ce qui fait la différence en général entre les personnes qui vont jusqu'au bout de leur projet et celles qui arrêtent, quoi. Et j'ajouterais même que si tu lâches, c'est pas grave en fait. C'est vraiment par rapport à tes objectifs. Si ton objectif c'est de vraiment d'arriver au bout de ton histoire, quoi qu'il en soit, alors il faut pas lâcher. Mais si finalement tu te rends compte que c'est pas pour toi, que t'as pas envie de partager ou que t'es trop, enfin que voilà, tu te rends compte que finalement ça t'intéresse pas. C'est pas grave en fait. On a aussi cette tendance à dire n'abandonne pas, tu vois, quitting. Voilà. Et ben non, en fait, c'est pas grave d'abandonner. Si vraiment tu sens que c'est pas pour toi, c'est OK aussi. Donc, encore une fois, on revient à la question du pourquoi tu le fais. Ouais. Et dernière question, pour ceux qui bloquent parce que ils pensent qu'ils sont pas légitimes dans le sens où ils ont pas le dictionnaire des synonymes dans la tête, ils ont pas fait des grandes études de lettres, ils ont peut-être pas une culture littéraire de dingue, ils ont peut-être pas tout le vocabulaire qu'il faut. D'ailleurs, qu'il faut, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui se disent qu'ils ont pas assez pour écrire? J'ai envie de dire que le style, c'est vraiment la chose la plus facile à retravailler. Je pense qu'à la base, il faut avoir une bonne histoire. Si tu as une bonne histoire en tête et que tu t'inquiètes du style, franchement, c'est pas grave. Il y aura des correcteurs. Enfin,
Encore une fois, ça dépend du contexte, mais si tu fais de l'auto-édition, il va de toute façon falloir payer une correction professionnelle parce que on fait tous des fautes et c'est normal. Si tu vas en maison d'édition, tu auras un correcteur qui va le faire pour toi. Mais en fait, remplacer un mot par un autre, c'est facile. Solutionner une histoire qui ne fonctionne pas, c'est déjà un peu plus dur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc vraiment, vous inquiétez pas par rapport au style, c'est pas grave. Et puis, comme dit, encore une fois, mon urban fantasy Blue Lake qui parle très librement, très vulgairement, parfois grossièrement, ça dépend, peut-être qu'un style simple se prête à ton histoire, tu vois. Et si vraiment c'est un style littéraire qui se prête mieux à ton histoire, il y aura d'autres yeux qui vont lire ton roman. Ils vont déjà te dire, écoute là, t'as utilisé 3 fois le même verbe, peut-être que tu peux trouver un synonyme. C'est vraiment la chose la plus simple à retravailler, un style. Donc faut pas avoir peur, faut y aller. Tu reliras, tu corrigeras, il y a d'autres personnes qui reliront, qui vont corriger, donc c'est pas grave. Et même, c'est dangereux d'ailleurs de penser que il faut à tout prix un style littéraire avec des mots compliqués, parce que, encore une fois, c'est vraiment ce qui se prête à ton histoire. Comme, voilà, mon roman 1895 à Londres dans une société aisée, voilà, oui, il va y avoir un certain vocabulaire spécifique. Ouais. Une histoire moderne, d'urban fantasy ou de romance moderne ou quelque chose qui se passe avec des jeunes d'aujourd'hui, il y a des mots que tu n'utilises pas, tu dis pas hélas à l'oral. Inspire-toi des gens de leur vraie façon de parler, tu vois. Après, la culture littéraire, ça tout dépend de ce qu'on dit par culture littéraire. Je dirais que oui, ça c'est un conseil par contre que je trouve qui est important, qu'il faut lire. Et lire des choses qui se font dans son genre, mais pas seulement. Aussi voir d'autres, ouvrir ton horizon. Après, t'es pas obligé de lire 5 romans par mois, c'est pas le but non plus, mais je trouve que quand je lis des romans, des premiers romans, parce que ça m'arrive d'en lire aussi dans les comités de lecture, ça se voit en fait quand il y a pas de... Disons que de lire, tu sais en fait, t'apprends par la lecture. Oui. Et ça se voit. Si tu lis pas, ça se voit parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas ou qui ne se font pas en termes de mise en page peut-être aussi, en termes de vocabulaire. Encore une fois, c'est assez vague ce que je dis parce que ça reste propre au genre du roman, au contexte et au style qui colle le mieux pour raconter cette histoire en particulier. En fait. Ok. En tout cas, merci parce que voilà, t'as donner un max de valeur sur tout ton travail, parce que je sais que c'est vraiment pas facile de parler du travail créatif. T'as quand même réussi à nous expliquer par quelles étapes tu passes, quelles mêmes émotions tu passes. Donc j'espère vraiment que ça pourra aider les personnes qui ont envie d'écrire ou qui sont en train d'écrire, et que ça leur donne la motivation de continuer si leur pourquoi vaut le coup et qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout de ce pourquoi. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Encore une fois, un super moment. Voilà, donc c'est toujours un plaisir d'être invitée dans ton podcast. Génial. Bon écoute, je te remercie et je te souhaite une super journée. Merci à toi, bonne journée. Nous sommes arrivés à la fin de la seconde et dernière partie de l'interview d'Amandine Peter. La semaine prochaine, on se retrouve pour dégommer ou pas les idées reçues sur l'édition et l'écriture. Abonne-toi pour être sûr de ne pas rater cet épisode et tous les autres. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela me fait très plaisir et surtout, ça aide le podcast à se faire connaître pour inspirer d'autres créatifs. Et si tu t'es lancé dans ton projet d'écriture, sache qu'en septembre, j'ouvre 2 places pour un audit éditorial pendant 1h30. On échange sur ton projet, tes points de blocage et tu repars avec un plan d'action pour aller jusqu'au bout et une lecture critique d'un extrait de ton texte. Si tu veux en savoir plus, écris-moi en message privé sur Instagram, storia.mimosa ou sur LinkedIn. Toutes mes références sont en note de l'épisode. Ciao la créative!